Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur de recevoir Pascal Quiri, qui est notamment connu comme l'un des co-auteurs du Vernimène, mais pas que. Ce qui me paraît le plus important dans un compte de résultats, c'est ce qu'on voit pas, c'est le niveau de point mort. Je suis patron d'une PME, ça doit être une information que je dois avoir. J'en demande pas des millions, j'en demande une ou deux sur ça. Quelqu'un qui n'a pas réfléchi en point mort, je pense qu'il loupe quelque chose. La dette, c'est un peu comme l'alcool. À dose modérée, il paraît que c'est bon. À dose plus forte, c'est clairement pas bon. On est revenu sur moins de capitaux et toujours autant de projets à financer. Est-ce qu'on se tire une balle dans le pied ? À un moment donné, on a beaucoup rêvé, donc on revient sur Terre. Mistral à 14 milliards d'euros, il y a une part de rêve derrière. Il y a trop de clients en France qui attendent d'être lancés pour payer. Je dînais avec le fondateur d'une société à Lyon dans laquelle je suis investisseur. Lui, ses clients, c'est les hôpitaux et les pompiers. Il me dit, mais moi, je les harcèle et j'obtiens mon paiement. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Nerf de la guerre. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur de recevoir Pascal Quiri, qui est notamment connu comme l'un des co-auteurs du Vernimène, mais pas que. Bonjour Pascal. Bonjour. Je vous laisse vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas et expliquer toutes vos activités. Écoutez, depuis la fin de mes études, j'ai eu la chance de faire 2 métiers en parallèle, pédagogue et praticien de la finance. Donc, en sortant d'HEC, j'ai été embauché par HEC, par Pierre Vernimène en l'occurrence, comme professeur. Et puis, j'ai aussi été embauché par Pierre Vernimène, qui était un cadre dirigeant de Paribas à l'époque, en fusion-acquisition. Et donc, c'était le début de ma double carrière de pédagogue et de professionnel de la finance. Pendant 26 ans, j'ai fait des fusions-acquisitions chez BNP Paribas. J'en suis parti en 2012, en très bon terme, puisque BNP Paribas a créé la chaire BNP Paribas HEC, dont je suis toujours le titulaire. Et depuis 12 ans, 13 ans, je suis reconverti dans l'investissement et je suis actionnaire dans des sociétés start-up ou des sociétés cotées ou non cotées. La plupart du temps, je suis membre du conseil de gouvernance. Et puis, j'ai continué mon activité d'enseignant HEC. Malheureusement, Pierre Vernimène nous a quittés en 96 et l'école m'a demandé de reprendre ses cours, ce que je fais depuis. Ok, donc des journées bien remplies, j'imagine. Oui, j'adore travailler et quand on adore son travail, tous ceux qui nous écoutent le savent, on ne compte pas son temps. Tout à fait. Et je sais de quoi vous parlez en tant qu'entrepreneur. Donc le Vernimène, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment considéré aujourd'hui comme l'ouvrage de référence en finance d'entreprise. Je sais que moi, quand j'étais sur les bancs d'HEC, on avait tous un Vernimène sur le coin du bureau pour accompagner nos cours de finance. Donc j'ai voulu profiter de cette invitation, de votre présence aujourd'hui, et merci encore d'avoir accepté pour tout simplement parcourir un peu les grands sujets de finance. Donc on va aujourd'hui essayer de parler d'analyse financière, de BFR, de création de valeur, de valorisation d'entreprise. Je vous propose qu'on démarre sans plus attendre. Pour commencer, on s'est dit qu'on évoquerait avant tout, dans l'ordre des choses, le sujet de l'analyse financière, analyse des marges, analyse de la rentabilité, analyse du financement aussi d'une société. Pour moi, l'objectif, c'est ce podcast, il est écouté avant tout par des dirigeants ou des directeurs financiers de PME. Donc l'idée, c'est de donner un maximum de clés de lecture, de permettre sur cette section d'aller au-delà de la simple lecture basique des états financiers, compte de résultats, bilan et tableau de flux de trésorerie, et que vous nous expliquiez, vous, quels sont vos trucs et astuces pour aller le plus facilement possible, un cran plus loin que tout ça. Ok, à votre disposition. Merci Pascal. Question basique pour commencer, c'est quoi les erreurs que vous voyez le plus fréquemment de la part de dirigeants de PME ? Vous avez dit, vous investissez dans des startups, des PME. En matière d'analyse financière et en particulier en matière d'analyse des marges. J'ai l'impression que dans pas mal de cas, les dirigeants ou même les DAF regardent leur niveau de marge évidemment, mais qui ne regardent pas toujours au bon endroit. Est-ce que je me trompe ? Disons que moi, ce qui me paraît le plus important dans un compte de résultats, c'est ce qu'on ne voit pas, c'est le niveau de point mort. C'est-à-dire un dirigeant qui n'a pas réfléchi à son point mort ou qui n'a pas connaissance de son niveau de point mort, il y a un sujet d'amélioration qui est évident. Je rappelle, le sujet de point mort, c'est à partir du moment où en dessous du point mort, je fais des pertes, au-dessus du point mort, je fais des profits, quoi. Et il n'y a pas à dire, sauf quand on met à part le cas des startups, faire des pertes, c'est quand même pas un indice de bonne santé, surtout si elles se répètent régulièrement. Donc être capable d'avoir en tête
quel est mon point mort et à combien au-dessus je suis mon point mort, ce qui se déduit très aisément. Il suffit de faire une division après. Oui. Si j'ai un point mort à 80 et que je fais un chiffre d'affaires de 100, bon, bah, ça va. Ça veut dire que je suis 25% au-dessus de mon point mort. Moi, j'estime qu'au-delà de 20%, c'est bon, bah, sauf secteur hyper cyclique. Mais c'est l'élément vraiment le plus important. Si j'étais patron d'une PME, que je suivrais. Alors, c'est pas tous les jours que mon point mort évolue, mais être capable d'avoir une vue sur quels sont mes coûts fixes, quels sont mes coûts variables. Ça me paraît extrêmement important. Et on le voit pas dans le compte de résultat, parce que le compte de résultat n'est pas fait pour ça. Mais c'est un élément de gestion qui me paraît très, très important, parce que la marge est une chose, le risque en est une autre. Et à se focaliser sur la marge, le risque qu'on prend, c'est d'oublier le risque. Oui. Justement. Et le risque opérationnel ici, matérialisé par le point mort. Tout à fait. Donc l'idée, c'est de regarder quelle est la structure de coût au global. Vous l'avez dit, coût fixe, coût variable. Et où est-ce qu'il faut aller en termes de chiffre d'affaires, de vente, pour écraser proprement cette structure de coût. Et coût fixe, coût variable, c'est à la fois simple et compliqué. Mais j'accrois mon chiffre d'affaires. Quelles sont les charges que j'accrois? Quelles sont les charges qui ne sont pas accrues? Mon chiffre d'affaires se réduit, ce qui est plutôt le cas qu'il faut prévoir au cas où. Quelles sont les charges qui vont rester constantes? Quelles sont les charges qui vont automatiquement se réduire? Oui. Après, j'ai un rôle de manager. Un point mort, c'est jamais fixé indéfiniment. À l'horizon de 6 mois, à l'horizon d'une semaine, je vais dire, tous mes coûts sont fixes quasiment, sauf les coûts d'achat. Mais à l'horizon de 6 mois, je peux variabiliser les coûts. Oui. Donc le point mort, c'est aussi une réflexion dans le temps. Oui. Tout à fait. Et donc, vous avez dit quelque chose d'intéressant, c'est j'aime bien regarder ce qui n'est pas visible dans le compte de résultat. C'est-à-dire que dans le compte de résultat comptable, on est bien d'accord que c'est pas possible de faire ce calcul directement du point mort. Il faut établir une clé de lecture en parallèle. Bien sûr. Oui, mais ça, c'est le rôle. Autant pour un analyste externe, c'est compliqué à faire. On peut faire des régressions linéaires si on a des comptes de résultats sur plusieurs années, mais ça marche pas toujours et puis c'est un petit peu sophistiqué. Mais mon point, c'est que je suis patron d'une PME, ça doit être une information que je dois avoir. J'en demande pas des millions, j'en demande pas des centaines, j'en demande pas des dizaines, j'en demande 1 ou 2 sur ça. Et je pense que quelqu'un qui n'a pas réfléchi en tant qu'entrepreneur, je parle pas de la start-up, parce que c'est une autre problématique, mais de l'entreprise qui a déjà un modèle économique, qui n'a pas réfléchi en point mort, je pense qu'il loupe quelque chose. Et qui sera en position de faiblesse lorsqu'il aura une discussion à faire avec un banquier, un investisseur, parce que la question va lui venir d'une façon ou d'une autre. C'est vrai que dans les levées de fonds qu'on a faites avec Figure, sur les investisseurs qui avaient une casquette de financier, c'était une question qui arrivait très rapidement. Où est votre point mort? Parce que, évidemment, nous, en tant que start-up, on brûle encore de la trésorerie. Pour autant, ils voulaient savoir comment elle était brûlée. Est-ce qu'elle était brûlée pour investir dans des éléments d'accélération ou de développement d'un actif technique, ou est-ce qu'elles étaient brûlées structurellement parce qu'on avait un business qui n'était pas rentable avec un point mort qui était trop élevé? Bon, et à notre époque, on a quand même une succession de crises venant d'horizons très différents. Avoir un recul de chiffre d'affaires, je ne parle plus du domaine des startups, mais des entreprises établies, avoir un recul de chiffre d'affaires parce que vous avez un choc externe de 10 à 15%, malheureusement, ce n'est pas des cas exceptionnels, c'est des cas qui se produisent. Donc avoir réfléchi... comment je fais si ça arrive, et la meilleure preuve, c'est que je connais déjà mon point mort et ma structure de coût. C'est quand même un indice de, je dirais, maturité managériale et de comprendre comment je vais gérer mes risques. Oui, tout à fait. Donc le point mort, c'est plus un indicateur de marge, on parle de marge pour l'instant. En termes de rentabilité, est-ce que vous avez un indicateur phare que vous conseillez aux PME de regarder? Oui, je pense que de la même chose, j'en demanderai pas 15, un seul. Vous regardez votre résultat d'exploitation divisé par vos immobilisations et votre besoin en fonds de roulement. Vous n'êtes pas au clair sur ce que c'est que votre besoin en fonds de roulement, c'est un sujet à on va en parler après. On va en parler après. Vous pouvez aussi prendre votre résultat d'exploitation et puis vous le divisez par vos capitaux propres et votre endettement bancaire et financier net de vos placements de trésorerie. C'est les deux mêmes dénominateurs, ça aboutit au même parce qu'en fait un bilan il est équilibré, actif égale passif, et donc c'est la même chose. Bon. Et cet indicateur-là, alors bon là il est avant impôt, vous pouvez factorer 1 moins le taux d'impôt, mettons 25 ou 26% en ce moment, c'est ce qu'on appelle la rentabilité économique. Globalement, si vous êtes au-dessus de 10%, c'est quand même plutôt bon signe. Tout secteur confondu. Oui, parce que je ne veux pas noyer nos interlocuteurs sur... après, on peut décliner par secteur, mais c'est une première approche qui me paraît
voilà, ça alimente un signal d'alarme si je suis en dessous de 10%. Alors après, c'est pas la même chose si je suis à 9,80 que si je suis à 6,3, vous comprenez bien. Et puis effectivement, il y a des secteurs qui sont plus risqués que d'autres. Mais je veux pas vous noyer sous les chiffres, mais moi je serais un DAF, j'aurais cet indicateur-là, si vous voulez. Hein. Je regarde la rentabilité, c'est-à-dire combien j'ai investi et combien sur moyenne période. Alors on peut prendre un résultat d'exploitation moyen sur les 2 ou 3 dernières années, parce qu'il peut y avoir des facteurs qui polluent ou des aléas conjoncturels. Mais se dire sur les capitaux que j'ai investis, je gagne après impôt du 10% dans une PME. Globalement, ça me semble un bon réflexe, si vous voulez. Oui. Le raisonnement, si on revient à quelque chose de très terre à terre, c'est de dire j'investis 100, sur combien de temps je vais retrouver cet investissement de 100. Voilà, c'est-à-dire que dans cet exemple-là, ça serait 10 ans. Parce que si j'ai 10% de rentabilité, 10 sur 100, ça fait 10. Et puis, en 10 ans, en supposant que ça soit stable, je récupère la mise, effectivement. Voilà. OK. Très clair. On va revenir, je crois, je pense, sur cette notion de... Donc là, ce dont on parle, c'est la rentabilité économique, ce que certains appellent le ROCE, c'est ça ? Oui, si vous voulez faire de l'anglicisme, c'est pas indispensable. On n'est pas obligé, mais bon, pour que tout le monde ait les repères, on va en reparler, je pense, sur le chapitre d'après, sur la création de valeur. OK. Donc on le met de côté. Parlons un peu de BFR maintenant. Le BFR, j'ai l'impression, nous, chez Figure, on développe, comme vous le savez, un logiciel de gestion de trésorerie pour les PME. C'est un peu un terme qui est connu par tout le monde, mais mal compris par beaucoup de gens. C'est-à-dire nous, ce qu'on voit au quotidien dans les discussions qu'on a, c'est que c'est un terme qui est utilisé à toutes les sauces pour désigner des réalités qui sont un peu différentes. Certains l'utilisent malheureusement pour désigner leur niveau de trésorerie ou plutôt leur découvert actuel en termes de trésorerie. Certains l'utilisent pour désigner leurs créances clients uniquement. Et très peu reviennent à la définition classique qu'on a dans nos cours de finance à HEC. Le BFR opérationnel, le BFR d'exploitation, c'est le stock plus les créances clients moins les dettes fournisseurs. Alors, il y a d'autres définitions un peu plus sophistiquées du BFR, je crois. Mais concrètement, est-ce que vous avez une méthode pour expliquer très simplement la notion de BFR ? Oui, et sûrement pas par la formule que vous évoquiez, qui est juste, mais on mesure mieux, on assimile mieux, on comprend mieux, on retient mieux un concept comme le besoin en fonds de roulement si on revient au fondement économique. En fait, mon besoin en fonds de roulement, qu'est-ce que c'est ? Basiquement, c'est le décalage moyen entre le moment où je paye mes fournisseurs et le moment où je suis payé par mes clients. Que mes fournisseurs, ça soit des fournisseurs de matières premières, enfin, il y a quand même beaucoup de sociétés qui sont dans le secteur des services et dans lequel leurs fournisseurs, une partie de leurs fournisseurs, ça va quand même être leurs salariés, au sens large du terme, qui leur apportent leur force de travail. Mon propriétaire pour la location des bureaux, l'EDF pour l'éclairage, etc. Mais c'est fondamentalement ça. C'est un décalage entre le moment où je sors de l'argent payer mes fournisseurs, et le moment dans l'immense majorité, enfin dans la grande majorité des cas, pas systématiquement, mais la grande majorité des cas, où les clients vont finir par me payer. C'est ça, le besoin en fondement, c'est un décalage temporel. Ok. Et donc on a des business où mécaniquement on va avoir un BFR positif, c'est-à-dire un décalage défavorable entre le moment où je paye mes fournisseurs et le moment où je suis payé par mes clients. Est-ce que c'est quoi les exemples les plus typiques selon vous de secteur ou de type d'activité de BFR positif ? Il y en a énormément. Il y en a énormément. Et en fait, ce qu'on observe, ce qui est assez frappant, c'est que ça dépend moins des secteurs que de la taille des entreprises. D'accord. Dans le Vernimen, on met chaque année à jour une statistique sur les 600 plus grosses entreprises européennes cotées en bourse. Vous seriez surpris du nombre qui ont un BFR négatif. On est autour de 40%, quoi. Des gens qui... Alors, tout le monde pense au supermarché. Effectivement, chez Carrefour ou chez Leclerc, on a un BFR négatif parce qu'on paye à la caisse en cash ou en carte bleue et donc ils sont payés tout de suite. Il n'y a pas de créance client significative. Une partie des stocks, pensez aux framboises ou au yaourt, ça tourne quand même assez vite. Bon, et puis les fournisseurs, si vous avez vu La Vérité si je mens 2, ça doit quand même être... voilà, vous comprenez le sujet. Bon, mais chez Airbus,
vous avez du BFR négatif. Chez Orange, vous avez du BFR négatif. Donc, il y a les grands groupes, n'hésitez pas. Alors, c'est dommage que vous soyez loin de moi, sinon je vous aurais pris, comme je le fais dans mes cours, votre poing, puis je vous aurais tordu le bras. N'hésite pas à tendre le bras. Et on a une distinction très très nette entre le BFR dans les grands groupes et le BFR dans les petites entreprises, parce que c'est une expression du rapport de force. Il y a un côté médiéval dans le besoin en fonds de roulement. Voilà. Une fois qu'on a dit ça, je dînais mercredi soir avec le fondateur d'une société à Lyon dans laquelle je suis investisseur. Lui, ses clients, c'est les hôpitaux et les pompiers. Il me dit, mais c'est connu, les hôpitaux payent à 120 jours. Hein. La loi européenne, qui ne s'applique pas au pouvoir public, mais c'est quand même 60 jours maximum. Mais il me dit, mais moi, je les harcèle. Et j'obtiens mon paiement. Mais tout le temps pris à les harceler, c'est pas du... mais d'un autre côté, il est dans votre situation, il gagne pas encore suffisamment pour avoir des résultats positifs et puis une trésorerie qui s'accroît chaque année. Il me dit, mais moi, je préfère aller chercher l'argent auprès des clients qu'auprès des investisseurs. Et c'est vrai que chercher l'argent auprès des investisseurs, ça prend du temps aussi. Voilà. C'est plus dilutif. Voilà. Et donc, je sais que dans une PME, on a beaucoup de choses à faire. Mais si on a un DAF ou un comptable un peu... Voilà. Il faut lui demander d'aller surveiller, de payer les fournisseurs à temps, mais pas 15 jours avant, à temps, dans les temps. Et puis, il faut faire ce qu'il faut au niveau des clients, quoi, parce que y a trop de clients en France, parce que c'est culturel, qui attendent d'être relancés pour payer, quoi. Donc, on les prévient 15 jours avant l'échéance de la facture, tout est en place, vous avez bien reçu, c'est bon, c'est OK, vous avez bien fait votre virement, vous avez prévu votre virement ce jour-là, etc. Ça prend du temps, certes, mais à la fin des fins, et on le reverra tout à l'heure lorsqu'on va parler valorisation, ça va se retrouver dans la trésorerie de la société, ce qui quand même la renforce, et deux, ça va se retrouver aussi dans sa valorisation. C'est un vrai sujet qu'on touche du doigt, et je m'écarte une minute de notre sujet analyse financière. En pratique, vous avez raison, il y a un vrai rapport de force entre grandes et petites entreprises. Concrètement, au niveau macro, qu'est-ce qu'on peut faire pour tenter de corriger ça ? Parce que c'est vrai que sur le terrain, mis à part harceler en tant que petite entreprise les plus grosses, on n'a pas énormément de leviers. Alors nous, ça ne s'applique pas à nous en l'occurrence, parce que nos clients sont des PME. Et qu'on les prélève de toute façon puisque c'est des abonnements, mais c'est vrai que sur énormément de nos clients c'est un énorme sujet. Il y a souvent un tiers du chiffre d'affaires annuel qui est dehors en créance client. Name and shame, comme disent les Anglais. C'est-à-dire depuis quelques années la direction de la DRCG, la direction de l'administration qui s'occupe de la concurrence et des entreprises, publie tous les 6 mois les sociétés les grands groupes qui sont en retard dans les paiements et donnent des amendes. Moi, mais je suis pas le seul. Il faut relayer ces messages sur les réseaux sociaux pour faire honte aux sociétés, des grands groupes qui ont parfaitement les moyens. Mais c'est absolument honteux, quoi. C'est de la délinquance en col blanc, il n'y a pas d'autre terme. On a un pacte entre nous, entre un client et un fournisseur. Je te paie à 45 jours, par exemple. Je te paye à 45 jours. Point. Ils ont les moyens techniques, humains. C'est extrêmement simple de programmer un virement une fois qu'on a accepté, qu'on a tous les éléments, que la prestation a été faite. Ils en profitent parce que ça les avantage en termes de trésorerie, ça les avantage en termes de valorisation. Mais je pèse mes mots. C'est du vol. Donc, il y a un problème culturel. C'est en train de changer. Il ne faut pas relâcher l'effort, il faut continuer dans cette direction. C'est sûr que le patron de PME qui a un gros client va avoir du mal à aller sur les réseaux sociaux en disant mon gros client, parce qu'évidemment, on craint c'est délicat, Mais il y a une direction générale en France de l'administration dont c'est une des missions, et elle a parfaitement compris sa mission, c'est relayer sur les posts, sur les réseaux sociaux. Le post qui a fait le plus d'impressions chez moi, 700 000 impressions, c'était justement sur ce sujet-là, où j'ai relayé en disant voilà les entreprises, voilà les 15 premières entreprises, voilà les amendes qu'elles ont payées, elles n'ont pas payé les amendes par hasard, parce qu'elles se comportent mal en termes de paiement. Et c'est pas normal d'avoir ce comportement-là, surtout quand on a les moyens de payer. On n'est pas au bord du dépôt de bilan, quoi. On n'est pas en train de... Voilà. C'est pas le cas des grands groupes concernés. Et quand vous observez les statistiques de la Banque de France, il n'y a pas de photo. C'est d'une clarté limpide. Les conditions de paiement sont bien meilleures par les petites entreprises que par les grandes entreprises.
Très clair. Dans la pratique, un dirigeant de PME a pas toujours les moyens de modéliser, enfin j'allais dire modéliser, je sais pas si le terme est le bon, mais de matérialiser son BFR, parce que on l'a dit, hein, la formule c'est stock, créance client, dette fournisseur. C'est des éléments qu'on n'a pas forcément au jour le jour, c'est des éléments qui émanent de la comptabilité. Donc concrètement, comment en tant que dirigeant ou DAF de PME, je suis censé manipuler cet indicateur de BFR? Je suis censé le relever sur ma comptabilité et vérifier sa variation d'une période à l'autre? Ouais, enfin je peux quand même regarder quelles sont les échéances de paiement de mes fournisseurs pour que je ne les paye pas 15 jours en avance. Sous prétexte que c'est plus facile, allez, j'ai la trésorerie, je fais le paiement de tous mes fournisseurs. On voit beaucoup. Voilà, non, je les paye. Puis de nos jours, quand même, les outils de monétique, etc., c'est quand même. C'est fait pour ça. C'est fait pour ça. Hein. Et puis deux, j'ai ma balance client quand même. Enfin, j'ai pas besoin d'avoir un système comptable très sophistiqué pour me sortir une balance client. C'est quoi les échéances? Alors peut-être pas pour une facture à 728 €, mais enfin pour les factures qui comptent. Surtout si il y a souvent la règle des 20-80 en toute activité humaine, et en particulier dans celle-là aussi, de se focaliser sur les 20% des factures qui font 80% des volumes, et sur celle-là de demander à quelqu'un de les suivre particulièrement, puis de faire des rappels qu'il faut pour obtenir son paiement. Oui. Voilà, ça me paraît. Sur une application très opérationnelle. Dans mon petit tableau de bord, ça, c'est quelque chose qui paye tout de suite. C'est même plus de l'information. C'est de la gestion, quoi. Oui. Voilà. C'est de la finance opérationnelle. C'est la finance opérationnelle. Ouais. Voilà. Ok, donc mes fournisseurs, je les paye à la date d'échéance, ni trop tôt, ni trop tard. Et mes clients, je fais en sorte qu'ils fassent de même autant que possible. Après, il y a la gestion des stocks, mais c'est vrai, quand l'industrie en France fait 11 ou 12% du PIB, la gestion des stocks, ça concerne... Oui, finalement, c'est la composante la moins... je sais pas comment dire, mais la moins utilisée du BFR, puisque ça concerne assez peu d'entreprises, en tout cas en France. Voilà. Donc après, il y a des techniques sur la gestion des stocks. Et ceux qui s'attaquent véritablement à la gestion des stocks ont démontré qu'on pouvait faire des gains substantiels, tant plus substantiels si on s'y était pas attaqué jusqu'à présent, mais bon, c'est 12% du PIB, donc c'est pas la majorité probablement de ceux qui nous écouteront à un moment ou à un autre. Et on pourrait faire un épisode entier de podcast sur la gestion des stocks. Et puis il existe des firmes de conseil qui se sont spécialisées dans ça, et qui ont de l'expérience et qui savent, il y a des quick wins, et puis après il y a des actions sur le plus long terme, voilà. Puis il y a un arbitrage à faire entre disponibilité et coût du stock, quoi, voilà. Je me permets de vous interrompre quelques petites secondes dans votre écoute. Si ce podcast existe, c'est grâce à Figure qu'il produit. On a créé Figure en 2020 pour simplifier et automatiser la gestion de trésorerie des PME. Que vous soyez dirigeant ou financier, Figure devrait vous intéresser. En quelques mots, on vous permet de synchroniser en temps réel vos flux bancaires et comptables, de les catégoriser automatiquement et d'anticiper les flux futurs grâce au prévisionnel intégré. Alors je sais que vous adorez Excel, et moi aussi, mais sur un sujet comme la trésor, très honnêtement, Figure va bien plus loin et vous fait gagner un temps fou. Si vous voulez voir comment Figure pourrait vous aider plus précisément, je vous mets dans la description 2 liens. Un lien pour prendre rendez-vous avec moi, ou si vous préférez découvrir Figure de votre côté, le lien vers une vidéo démo complète. Allez, je vous dérange pas plus longtemps et on reprend cet échange super intéressant. Parlons un peu de financement maintenant. J'ai l'impression, alors ce que je vais dire c'est exclusif à l'écosystème PME, mais que bien souvent, en tout cas je vois beaucoup de dirigeants de PME qui, j'ai l'impression, ont une aversion à la dette. C'est-à-dire s'endetter c'est mal, s'endetter ça veut dire que j'ai besoin d'argent, et il y a cette perception un peu négative, c'est-à-dire que je vais y aller uniquement quand c'est passer trop tard, mais quand j'en ai vraiment le besoin et pas forcément dans les bonnes conditions. Est-ce que vous faites le même constat autour de vous ? Je dirais que ce constat, il y a un côté quand même positif, même si pour vous, il était un peu négatif. C'est que la dette, c'est très bien. Enfin, être endetté, on peut l'être. On l'est probablement tous à titre personnel pour acheter un appartement, voire pour acheter une voiture, voire pour de la consommation. Mais la dette est un facteur d'accélération de mon activité, mais c'est aussi un facteur de fragilisation, parce que la dette. Lorsqu'elle devient trop importante, ou souvent c'est pas tellement la dette qui devient trop importante, c'est que ma performance économique se dégrade, et donc ma capacité à rembourser ma dette devient moins bonne, même si la dette est toujours au même niveau. Et donc la dette, ça génère des frais financiers qui sont des coûts fixes. Donc on renvoie à ce par quoi on a commencé mon point mort. Plus j'ai de coûts fixes,
plus j'élève mon point mort, et en plus, plus je suis sensible à une variation d'activité parce que j'ai rajouté des coûts fixes aux coûts fixes. Ouais. Donc la dette, c'est un peu comme l'alcool. Je ne suis pas ici pour faire la promotion du pastis, par exemple, ou du whisky, mais à dose modérée, il paraît que c'est bon. À dose plus forte, c'est clairement pas bon. Ouais. Donc je pense qu'il y a ça. Faut pas avoir peur d'avoir un petit peu de dette, quoi. Enfin, faut pas. Voilà. Mon père était patron d'une PME, il dit il passait toujours sur les banquiers. Les banquiers, c'est comme les gens qui vous prêtent un parapluie quand il fait soleil et qui vous le retirent quand il fait beau. Ah voilà, c'est sûr que c'est quand il fait mauvais, qui vous le retire quand il fait mauvais. C'est sûr que quand il fait mauvais, vous allez solliciter un banquier que avec qui vous n'avez jamais décroché, vous n'avez jamais eu de rapports commerciaux, voire personnels. C'est pas le meilleur moment. Donc, vous construisez votre histoire de crédit en ayant un petit crédit à un moment donné. Donc, vous n'avez peut-être à la limite pas besoin. Oui. C'est une façon d'instaurer une relation de confiance dans la durée. Ils vont voir que vous êtes des gens sérieux, ils vont voir passer vos flux, etc. Donc, effectivement, je trouve que c'est pas optimum de se dire pas de dette, pas de dette, pas de dette, pas de dette. Oui. Alors, c'est sûr que si on est dans un métier dans lequel les marges sont suffisamment élevées pour pouvoir s'autofinancer intégralement, alléluia. Oui. Mais malheureusement, ces cas-là, c'est quand même pas la règle générale, c'est plutôt l'exception. Surtout que le coût de la dette, on est quand même dans le pays d'Europe où le coût de la dette bancaire est le plus bas, parce qu'il y a quand même une intensité de la concurrence entre les banques et une importance forte des mutualistes qui fait que les coûts de la dette, les taux d'intérêt sont bas par rapport à ce qu'on peut trouver ailleurs en Europe. Ok. Concrètement, du coup, comment, encore une fois, un DG ou un DAF de PME peut jauger si, entre guillemets, il est dans le vrai en matière d'endettement? Est-ce qu'il y a des indicateurs un peu systématiques qu'il peut regarder, j'imagine, au niveau de son bilan? Moins du bilan, parce que dans le temps jadis, mais vous n'étiez pas encore né, on faisait souvent le rapport dette-capitaux propres. Voilà. En disant implicitement, on rembourse ses dettes avec ses capitaux propres. Non, on rembourse pas ses dettes avec ses capitaux propres. Enfin, si, il y a un cas de figure, on rembourse ses dettes avec ses capitaux propres, c'est celui de la faillite. Oui. Enfin on se met pas dans cette perspective-là quand même. On juge du niveau d'endettement d'un groupe ou d'une société, peu importe sa taille finalement, par sa capacité à générer des flux de trésorerie, parce que c'est avec du cash qu'on va rembourser sa dette. Ça, je pense que tous vos interlocuteurs le savent. On fait un ratio simple qui est dette sur EBE. Le BE, qu'est-ce que c'est? L'excédent brut d'exploitation. EBITDA en anglais, mais enfin en français ça existe. EBE, excédent brut d'exploitation, c'est l'ensemble de vos produits d'exploitation, pour simplifier votre chiffre d'affaires, moins tous vos coûts opérationnels à l'exception des dotations amortissements, quoi. C'est-à-dire c'est la somme des produits d'exploitation qui tôt ou tard vont se traduire par une entrée en trésorerie, moins la somme de toutes les charges d'exploitation qui vont se traduire tôt ou tard par une sortie de trésorerie. Donc c'est votre capacité à un moment donné, et on revient au compte de résultat et à la marge, à dégager, on l'espère, du cash. Ça, vous le rapportez à l'EBE. Et ça, vous le rapportez à votre dette. Et on estime qu'une société qui a dette sur EBE qui est en dessous de 2, ça doit passer, elle remboursera sa dette, l'entrepreneur peut dormir tranquillement, le banquier aussi. Voilà. Après, mais ça, au-delà de 2, ça commence à devenir compliqué, ça va dépendre des secteurs, mais comme on se focalise sur les TPE ou les PME, je te conseillerais d'aller au-delà de 2, sauf exception d'une PME bien développée, dans un secteur stable, avec des marges élevées, aller à 3 ou voire 4, mais restons, voilà, un indicateur, voilà, en dessous de 2, après il faut analyser si on passe de 2, c'est pas un interdit absolu, mais ça devient plus compliqué, quoi. Ouais, d'accord. J'ai envie de parler maintenant de création de valeur, maintenant qu'on a fait un premier tour des fondamentaux de l'analyse financière. La création de valeur, c'est, j'ai l'impression, un indicateur qui est assez peu connu, alors que personnellement, j'ai l'impression que c'est l'un des plus importants quand on dirige une entreprise ou quand on en est actionnaire. Très simplement, comment est-ce que vous définiriez cette notion de création de valeur? Très simplement... je vais vous prendre un exemple. Compte tenu de votre risque,
Voilà, on estime que vos investissements en moyenne période, ça devrait rapporter, allez, prenons un chiffre simple, 10%. Ça devrait rapporter du 10%. Sur moyenne période, ça ne veut pas dire chaque année que ça rapporte du 10%. Du 10% par rapport à quoi? Par rapport aux fonds qu'on a investis dans cette société. Que ce soit les fonds investis par les actionnaires ou les fonds investis par les financeurs en dette. Et puis, peut-être pas cette année, peut-être pas l'année suivante, peut-être pas mais au bout d'une certaine période, j'ai développé mon affaire. Et puis je regarde la rentabilité qu'elle dégage, c'était le point qu'on évoquait tout à l'heure. Et je vois que je dégage du 13%. Et puis quand je scrute l'horizon, je vois pas de gros nuages noirs. Alors il y a des nuages gris, mais ça c'est la vie. Il n'y a pas que du soleil bleu. Mais bon, je me dis, ce 13%, il a une certaine pérennité. Peut-être qu'il y aura des années où ça sera 11, et peut-être qu'il y aura des années où il y a 15. Mais voilà, j'ai réussi, c'est plutôt sympathique, à faire mieux que ce qu'on me demande. Ouais. C'est ce qu'on appelle, j'ai créé de la valeur. Pourquoi j'ai créé de la valeur? Parce que maintenant, on va prendre l'exemple de la personne qui est en studio là-bas. Elle a des fonds à placer. Voilà. Elle demande du 10%. Cette boîte-là, elle me dégage du 13. C'est vachement sympa. Je demande du 10, elle me dégage du 13. Moi, j'ai envie d'en acheter, quoi. J'ai envie d'en acheter. Les gens, au départ, ils ont apporté combien? Ils ont apporté 100. Oui, mais c'était il y a de nombreuses années. Oui, effectivement. À l'époque, ils ont pris leur risque. Mais aujourd'hui, cette boîte, elle vaut combien? Elle vaut sûrement plus que 100. Puisque à 100, elle était supposée dégager du 10%. Maintenant, elle ne dégage pas du 10%, mais elle semble être capable, dans la durée, de dégager du 13%. Je fais une règle de 3, elle vaut 130. Voilà. Et donc, je vais vous avouer qu'être l'entrepreneur, l'heureux entrepreneur, je vais dire, moi, je suis prêt à acheter les actions à 130, et vous faites un grand sourire, parce que vous avez investi 100. Vous avez créé de la valeur pour 30. L'écart entre ce que ça vaut, 130, et puis l'écart de ce que vous avez investi, 100, qui est la valeur. Pourquoi il y a cet écart? Parce que vous avez trimé comme un malade pendant un certain nombre d'années, et vous avez réussi à créer, pour prendre votre petite place, qui fait que vous dégagez une rentabilité plus élevée que ce qu'on est normalement en droit d'attendre, compte tenu de votre risque sur le marché, sur un marché concurrentiel où il y a des concurrents. Vous faites mieux que ce qu'on est en droit d'attente. Donc si on fait mieux que ce qu'on est en droit d'attente, vous avez créé ce qu'on appelle de la valeur. Et dans l'exemple que j'ai pris, 130 moins 100, 130 c'est ce que vaut votre entreprise, 100 c'est ce qui a été investi dans l'entreprise, l'écart entre les deux, ça fait 30. Voilà. Très clair, merci pour cette leçon sur la création de valeur. Donc en gros, c'est la création de valeur, c'est ce qui va impacter in fine ma valorisation, ma valeur d'entreprise, dont on va parler après. Absolument, tout à fait. Et donc c'est pour ça que c'est un indicateur qui doit être regardé par les dirigeants, par les DAF, par les actionnaires aussi, j'imagine. Voilà, parce que ma création de valeur va se rajouter, si on le prend dans un autre angle, elle va se rajouter aux capitaux que j'ai investis. Et si maintenant, malheureusement, c'est pas une création de valeur que je fais, mais une destruction de valeur, elle va se réduire des capitaux que j'ai investis pour faire la valeur de la société, quoi. Et donc, si je suis en destruction de valeur, si maintenant vous faites pas du 13% dans la durée, mais vous faites du 8% dans la durée, waouh, peut-être que vous survivrez. Mais par rapport au risque de votre activité, vous dégagez pas suffisamment de rentabilité. Peut-être que vous êtes mal positionné, peut-être que vous n'êtes pas très compétent. Vous n'arrivez pas à motiver les talents, vous n'arrivez pas à trouver les talents qu'il faut, ou que vous êtes victime, Dieu sait quoi. Vous avez un mauvais brevet, peu importe. Mais vous dégagez du 8, là on demande du 10. Eh bien là, vous détruisez de la valeur. Et quand vous voudrez vendre votre entreprise, malheureusement, au lieu de pouvoir vous acheter une villa de 5 pièces dans le Var, vous serez condamné à avoir un appartement de 3 pièces dans une zone peu agréable. Ouais, non mais très clair. Dans la pratique, encore une fois, comment est-ce que ça se pilote la création de valeur? Parce que on va avoir deux indicateurs principaux, la rentabilité économique. On a expliqué au tout début comment est-ce qu'on allait la calculer. Donc ça c'est relativement simple, j'ai envie de dire. En tout cas, je vois comment on peut le faire. Ce 10%, alors les plus avertis, nos auditeurs ont reconnu que vous parliez de ce qu'on appelle le WACC en finance, si je me trompe pas, le coût du capital, le coût moyen pondéré du capital. Concrètement, quand on est une PME, comment je peux savoir quel est mon coût moyen pondéré du capital? Repartons de choses simples. D'abord, ce n'est pas une information dont on a besoin tous les jours. On regardait une rentabilité, tout à l'heure je vous disais, essayez de viser une rentabilité. Si vous êtes au-dessus de 10%, tout secteur confondu,
sais que vous êtes dans une situation confortable, voilà, prenez 10%. Hein, dans l'environnement d'inflation actuel, stabilisé à 2%, il n'y a pas de raison que ça change tous les jours. Prenez à la grosse 10%. Et puis regardez ce que vous faites sur moyenne période. Faites la moyenne sur 3-4 ans de cet indicateur de rentabilité économique, si vous voulez. Et puis comparez-le à 10%. Là, voilà. Bon. Après, ça, c'est pour mon pilotage global, si vous voulez. C'est de me dire, bon, j'ai encore des efforts à faire ou ça va, tu es quand même sur la bonne tendance et maintenant, il va essayer de falloir de défendre ton précaré. Le jour où vous aurez besoin d'approfondir ceci, vous avez des cabinets de consultants en finance qui sont là pour vous aider. Éventuellement, votre banquier peut vous aider parce que ça, c'est pas une information qu'on trouve dans le domaine public. C'est assez compliqué à calculer, mais bon. Mais pour une PME, 10%, ça me paraît un point de départ tout à fait suffisant. Voilà. Et je pilote avec ma rentabilité économique en comparant. J'ai pas besoin. Et même dans les grands groupes. Chez L'Oréal ou chez Schneider, voilà, enfin, il n'y a pas 14 personnes qui sont chargées de faire ça. Hein. Ouais. Donc, oui, j'imagine. Ils se procurent ça auprès de services spécialisés. Le directeur financier regarde ça une fois tous les 6 mois. Et puis voilà, enfin, faut pas exagérer, quoi. Ouais. Est-ce que vous, toujours dans cette logique de création de valeur ou de destruction de valeur, est-ce que vous avez des exemples typiques de décisions ou de non-décisions opérationnelles qui, selon vous, sont absurdes avec le recul d'un financier, mais qu'on voit très souvent dans des PME? Par exemple, ne pas investir dans un projet ou dans un actif qui serait fortement créateur de valeur parce que on veut ne pas s'endetter, pour reboucler avec ce que j'ai dit tout à l'heure, parce qu'on veut protéger sa trésorerie, ou à l'inverse, foncer tête baissée à investir à tout va sur des sujets qui sont destructeurs de valeur de manière évidente. Ouais, moi je vois plutôt le deuxième cas de figure que le premier. Parce que l'entrepreneur qui se dit j'ai des nouveaux marchés qui s'offrent à moi, on n'est pas entrepreneur et pessimiste, quoi. Enfin, on fait autre chose si on est pessimiste de nature. Bon, donc il voudra foncer, il voudra investir. Et donc il finira par trouver l'argent, ou alors c'est quelqu'un de très très étriqué. C'est sûr qu'on voit aussi des cas de figure où je veux absolument pas ouvrir mon capital, je veux pas être endetté, mais dans ce cas-là, vous risquez de mener l'entreprise sur la voie de la peau de chagrin qui va se réduire, qui va se réduire, quoi. Puis d'être balayé par des concurrents qui sont devenus plus grands, et souvent la taille, pas toujours, mais souvent la taille est un facteur de succès. Donc dans l'autre cas de figure, c'est la boîte dont j'ai peut-être hérité de mon père ou de ma mère, que je développe, et puis à un moment donné, les arbres ne grimpent pas au ciel, quoi. Et à un moment donné, je peux avoir saturé mon marché. Et si je continue d'investir, waouh, j'investis à perte. Je vais investir à perte, quoi. Et je voudrais vous donner un exemple, moi, que je cite toujours, qui m'a beaucoup impressionné, parce que ça me rappelle aussi mon enfance. Vous êtes trop jeune, vous avez Fildar, ça vous dit rien probablement. Je connais le nom. Voilà, vous connaissez le nom. Alors je vais vous faire brièvement l'histoire. C'est créé en 1941 dans un contexte très particulier, à une époque où les mères, les sœurs tricotaient beaucoup pour les maris, les enfants. Hein. Et c'est un immense succès. C'est une famille textile du Nord qui s'est en fait intégrée vers Laval, qui crée des boutiques partout en France. Moi, je suis né à Gien dans le Loiret, à l'époque 10 000 habitants. Il y avait une boutique Fildar. Et je me rappelle de ma mère allant chez Fildar, me faisant choisir la couleur de mon futur pull. Elle allait tricoter mon pull. Bon. Fildar, on disait un village, une église, un Fildar. Voilà. Bon. Ces gens-là, à la fin des années 50, ils se disent, mais qu'est-ce qu'on fait, quoi ? Qu'est-ce qu'on fait ? Ça marche super bien, mais bon, à Gien, on va pas mettre 2 Fildar, ça n'a pas de sens. Voilà, on a couvert la population avec un magasin central. Bon. Et donc, ils ont cherché d'autres activités. Hein, et ils se sont lancés dans les hypermarchés. Et ils ont lancé en 1963 le premier hypermarché sous la marque Auchan. C'est la famille Muliez que je vous déplace. Bon. Et les cash flows de Fildar, qui auraient été stupidement réinvestis en surinvestissement dans ce métier, parce qu'on avait arrivé à un plateau, ils ont été utilisés dans un nouveau métier proche du leur, qui était la grande distribution, hypermarché, supermarché. Bon. Et puis, on recommence l'histoire 30 ans après. Ça y est, vous êtes nés. Oui. Qu'est-ce qu'on fait à la fin des années 90 ? Il y a partout en France des hypermarchés, des supermarchés. On réatteint un plateau.
ils ont réinvesti dans un nouveau métier qui est Voltalia, qui sont les énergies renouvelables. Donc, ce qui permet à l'entreprise, à la famille, au patrimoine familial, d'être protégé et de continuer à exister. Alors que s'ils étaient restés dans Fildar en surinvestissant, voilà. Et d'ailleurs Fildar a fait faillite il y a quelques années, la marque a été reprise, mais enfin ça n'a plus rien à voir avec ce que c'était, si vous voulez. Bon, la vie d'une entreprise, on le sait, il y a des hauts, il y a des bas, mais c'est comme l'être humain, il y a aussi des entreprises qui finissent par mourir, parce qu'il y a des secteurs qui finissent par mourir. Enfin, je veux dire, voilà. Donc, c'est difficile, parce que c'est toute ma vie. Je suis attaché à mon entreprise, en plus elle porte mon nom. Enfin, ouais. Oui. Bon, ouais, mais bon, prenons du recul. C'est quoi le plus important ? C'est la survie patrimoniale de ma famille, ou c'est je continue jusqu'à la mort dans ce secteur qui est amené au déclin. Enfin, voilà. Donc ça, c'est un recul à avoir qui est très difficile à avoir lorsqu'on est les mains dans le cambouis, c'est sûr. Alors, bon, ça ne concerne pas les gars dans les startups, ce n'est pas leur sujet, mais dans un certain nombre d'entreprises, c'est une préoccupation forte. Et il faut savoir muter à un moment donné et utiliser un savoir-faire qu'on a développé dans son métier pour le transporter autrement et utiliser les cash flows pour, voilà. Mais ça, c'est difficile à faire et tout le monde n'y arrive pas. Pour poursuivre notre déroulé logique, après, on vient de parler de création de valeur, on va parler maintenant de valorisation d'entreprise. Concrètement, ce terme de valorisation, il renvoie à quoi dans une définition très terre à terre ? C'est quoi la valorisation d'une entreprise ? Dans une valorisation très terre à terre, la valorisation d'une entreprise, c'est le nombre d'actions fois le prix de l'action. Mais bon, ça c'est... Monsieur Lapalisse n'aurait pas dit mieux. Donc je pense que vous voulez que je vous donne quelques indications sur comment les professionnels de l'évaluation évaluent une entreprise, quelles sont les principales méthodes qui sont utilisées. On va faire une analogie avec l'immobilier, parce qu'on va partir de quelque chose que vous connaissez, qu'on connaît tous. Quand je vais acheter un appartement rue des Jeuneurs à Paris, je vais regarder sur les bases de données qui existent, quels sont les appartements à proximité qui ont été vendus récemment sur les 6 derniers mois, et puis je vais regarder le prix au mètre carré, parce que c'est facile. C'est une information publique. Et puis voilà, je vois que j'ai un prix au mètre carré, je sais pas, de 9 000 €. Et moi, mon appartement que je convoite, il est quand même vachement bien parce qu'il est au 5e étage, il y a un ascenseur, il est orienté plein sud, donc ça va peut-être pas être 9 000 €, mais compte tenu de ces avantages-là, ça va peut-être être 10 000 € ou 10 500 €. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la méthode des comparables, qu'on pratique tous lorsqu'on s'intéresse à l'acquisition ou à la vente d'un bien immobilier. Pour les entreprises, c'est la même chose. Il existe une méthode qu'on appelle la méthode des comparables, dans laquelle, alors certes, il y a moins de ventes d'entreprises que de ventes d'immobilier par an, mais il y a quand même des dizaines de milliers de ventes d'entreprises par an. Il y a des gens qui font des statistiques sur le sujet et qui vous permettent d'extraire. Alors, c'est pas un prix au mètre carré, mais en général, ça va être, on va regarder un multiple de votre résultat d'exploitation, on va regarder un multiple de votre excédent brut d'exploitation, voire pour les très petites entreprises, mais c'est plutôt la blanchisserie du coin ou le café d'à côté, des multiples de chiffre d'affaires qui sont pertinents pour les très petites entreprises, mais au-delà des très petites entreprises, le multiple de chiffre d'affaires, c'est assez idiot parce que derrière un même chiffre d'affaires, on observe qu'on peut avoir des niveaux de marge très différents, donc des niveaux de résultats très différents, donc il n'y a pas de raison d'utiliser le même multiple lorsque les niveaux de résultats sont très différents. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la méthode des comparables ou la méthode des multiples qui s'applique pour valoriser, y compris des très grands groupes cotés en bourse. Et puis, vous voulez acheter un appartement, vous vous dites, si j'achète cet appartement, l'appartement que vous louez, tiens, vous êtes locataire, votre propriétaire vient vous voir en disant, est-ce que je vais vendre l'appartement, est-ce que vous seriez intéressé par acheter cet appartement ? Et vous réfléchissez, à dire, oui, effectivement, si je l'achète, j'aurais plus à payer un loyer. Ah oui, vous payez combien de loyer ? 1 000 € par mois. Alors, combien je suis prêt à payer aujourd'hui pour m'épargner la dépense de 1 000 € pendant jusqu'à la fin de mes jours, peut-être. Enfin voilà. Et donc vous regardez ce que vous économisez, votre flux de trésorerie impliqué par la possession de cet appartement, ça vous évitera de payer un loyer de 1 000 € par mois, 12 000 € par an. Et donc ça, il y a des techniques qu'on appelle d'actualisation, parce qu'on peut pas dire 12 000 €
2025, plus 12 000 euros que j'économise en 2026, plus 12 000 euros que j'économise en 2027, ça fait 36 000 euros. On ne peut pas faire ça parce qu'on ne peut pas additionner des euros d'aujourd'hui avec des euros dans 2 ans, dans 3 ans, de la même sorte qu'on n'additionne pas $1 plus 1 livre plus 1 euro pour faire 3 je sais pas quoi. Enfin bon, on ramène tout ça sur une base commune, puis on se rend compte que la somme que je viens de vous indiquer, ça fait peut-être 3,28 €. Des euros à des dates différentes, on les actualise et on les ramène sur une base d'aujourd'hui. Enfin, il y a des gens qui vous feront ça sans difficulté, ou Excel vous fera ça sans difficulté. Bon. Et donc, on valorise une entreprise à partir des flux de trésorerie qu'elle est capable de générer, de la même façon que je valorise l'acquisition d'un appartement à travers l'économie de débours de trésorerie par les loyers que je ne paye plus. Donc il y a 2 grandes méthodes qui existent de nos jours principalement. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Oui. Là, il faudra un petit peu plus de temps, mais à moins que vous ayez des questions ponctuelles, si vous voulez. Pareil, on pourrait en faire un épisode entier. En tout cas, voilà, on va, pas opposer, on va mettre en comparaison la première méthode, la méthode des comparables, et les méthodes qu'on appelle intrinsèques, c'est ça, oui, de valorisation. Intrinsèque, oui. Si on s'arrêtait sur la seule méthode des comparables, est-ce que je dis une bêtise si je dis que ce serait potentiellement un peu dangereux parce que c'est aussi, alors même si en général les financiers sont des gens très raisonnables, c'est ce qui peut par nature contribuer à créer des bulles, des emballements, puisque on va se dire aujourd'hui on valorise, on va prendre un multiple de BE à 5 fois, et puis en fait je vais voir que le voisin, une société similaire, lui il l'avait valorisé à 6 fois, donc je vais me dire que je peux être un peu plus offensif, optimiste, et aller à 6,5, 7 et ainsi de suite, et vous voyez venir. Est-ce que c'est pas ça qui dans certains cycles, ou du moins dans certains secteurs, a pu contribuer à créer des bulles déraisonnables? Je pense notamment à notre écosystème startup, scale-up, où on a eu des folles années entre 2020, 2021 jusqu'à 2022, où alors nous on est en général plutôt valorisé sur un multiple de revenus, de chiffre d'affaires ou de chiffre d'affaires récurrent, et on voyait des sociétés qui étaient valorisées 10 fois le chiffre d'affaires récurrent, puis 20 fois, et puis j'en ai vu monter jusqu'à 100 fois. Comment est-ce qu'on encadre ça si on regarde uniquement une méthode des comparables? Disons que là, vous êtes très marqué par votre écosystème start-up. Bien sûr. Si on est dans le monde de la PME, tout à l'heure, je vous ai dit, voilà, l'appartement rue des Jeuneurs, la moyenne, c'est 9 000 €, mais moi, il est au 5e étage, il est plein sud, il y a l'ascenseur, et puis en plus, j'ai une cave en pleine propriété. Et je suis arrivé à 10 500, par exemple, euros du mètre carré. Donc, cette méthode des comparables, on va doser le multiple qu'on applique avec plusieurs paramètres, mais le plus important, c'est votre taux de croissance. Donc, autant précédemment, je vous ai donné des chiffres un peu des standards, si vous voulez, en disant, ça cache une moyenne, mais ça cache une dispersion comme toute. Mais avec ça, vous êtes quand même bien armé. Là, j'ai plus de mal à vous donner des multiples standards. Je pourrais vous en donner, mais parce que là, ça dépend beaucoup des secteurs. Autrement dit des paramètres de risque, et ça dépend beaucoup du taux de croissance. Il y a quand même une très grande dispersion dans ce domaine-là. Je vais vous prendre juste un exemple. Dans le secteur du luxe, Hermès valorisait 45 fois ses résultats, là où Kering, qui est la maison mère d'Yves Saint Laurent et puis de Gucci, est valorisé 20 fois. Vous voyez, entre 20 fois et 45 fois, c'est pas la même chose, quoi. Et c'est principalement la croissance qui... C'est la croissance qui n'a rien à voir. Enfin, la croissance et le risque. Parce qu'on voit bien que Hermès, c'est comme ça. 9% de croissance chaque année, quasiment tout le temps, avec la régularité d'un métronome. Et Gucci, c'est... Il y a de la croissance, mais il y a du risque. Et une croissance moindre, en fait. Voilà. Donc, on commence à faire de la technique, si vous voulez. Donc, les multiples, vous avez cité 5 fois de multiples de BE, qui est une bonne moyenne. Simplement, cette moyenne-là, elle cache une grande dispersion. Donc, je suis assez précautionneux là-dessus. En tout cas, pour l'exercice auquel on se livre aujourd'hui. Oui. Et du coup, comment savoir quelle est la source de vérité? J'ai un copain start-upper. En ce moment, il est approché de manière très concrète par un acteur de son écosystème. Il commence à discuter de multiples d'EBITDA. Alors, je crois qu'ils sont entre 10 et 15, peu importe.
concrètement, alors évidemment, chacun prêche pour sa paroisse, hein, c'est une négo, mais rationnellement, comment est-ce qu'on se rassure pour savoir si on est dans le vrai ou si on négocie de mauvaise foi? D'accord. Bon, quand j'ai besoin de me faire couper les cheveux, je vais chez le coiffeur. Donc là, j'ai besoin de négocier la vente de mon entreprise, je demande un intermédiaire spécialisé dans ça. Alors ça peut être un cabinet d'expertise comptable, ça peut être des firmes de conseil financier, ça peut être des banques, ça dépend un peu de la taille aussi. C'est des gens dont c'est le métier, quoi. Ils le font à longueur de journée, ils vont vous dire au jour d'aujourd'hui, le marché, il se situe entre, je sais pas, si je reprends votre exemple en multiple de l'EBE, entre 12 et 15. Et vu vos caractéristiques, je pense quand même que vous êtes plutôt autour de 12 que de 15. Voilà. Ouais. Voilà. Ça, en général, c'est le conseil gratuit. Après, si vous voulez vraiment rentrer dans une démarche de vente de votre entreprise, il va falloir commencer à payer parce qu'effectivement, quand vous allez vous faire couper les cheveux, à la fin, on vous présente la note. Bon, tout travail mérite rémunération. Hein. Ouais. J'ai envie de reparler un petit peu du cas très spécifique des startups en matière de valorisation. Oui. On parle donc d'entreprises qui ne sont pas valorisées sur la base de leur rentabilité ou même d'ailleurs de leur profitabilité. Oui. Concrètement, quel est le rationnel derrière? Vous investissez, je crois que vous avez dit, dans des startups. Qu'est-ce que vous regardez? Qu'est-ce qui est important pour vous en termes d'indicateurs financiers quand vous regardez une startup? Bon, il faut quand même se dire que la valorisation d'une startup est un exercice très compliqué. Il est très compliqué parce que on ne dégage pas de résultats positifs. La plupart du temps, on n'a pas un modèle économique établi. C'est pas, on voit le service qu'on va rendre. On ne sait pas si le service va trouver son marché. On ne sait pas si on a trouvé le marché, mais est-ce qu'on saura développer et industrialiser le produit ou le service que l'on rend. Donc, on vend du rêve. Donc on vend du rêve. Oui. On va se dire les choses, quoi. Après, le rêve peut se matérialiser. Hein. Et donc, on pourra regarder différentes choses. On pourra se dire, mais est-ce que le gars que j'ai en face de moi, c'est un gars qui sera capable d'être suffisamment souple pour à un moment donné changer de voie? Parce que dans l'immense majorité des cas, on commence dans une direction et puis on aboutit dans une autre parce qu'on n'a pas pensé, on ne savait pas comment on se ferait rémunérer. Enfin, tout le monde sait que lorsque Google s'est lancé, l'essentiel pour les deux gars, c'était de démontrer que leur produit était meilleur que alltheweb.net, ce qui a été le cas. Bon. Et après, il leur est venu l'idée de vendre effectivement dans les requêtes, je me positionne et c'est en haut de la liste et hop, c'est des enchères, quoi. Et bon, mais au départ, personne ne savait comment ils allaient se rémunérer. Et ça, c'est un schéma classique qu'on voit dans de nombreuses... Donc, les investisseurs dans ce secteur-là diversifient leur mise. Je vous rappelle, le plus grand entrepreneur de France, Xavier Niel, c'était 1000 startups par an, 150 000 euros par startup. Et ce qui était sympa, parce que franchement, il a mis le pied à l'étrier à des centaines et des centaines et des milliers d'entrepreneurs en France, quoi. Oui. Mais c'était sur le thème, je vous ai mis 150 000, mais après, ne comptez pas vraiment sur moi. Et après, il regarde, mais il joue sur la loi faible des grands nombres, comme tous les investisseurs, enfin les fonds de start-up. Alors, peut-être pas un millier de start-up par an, mais 10 start-up par an. La loi des grands nombres joue, c'est-à-dire il y aura peut-être un très très grand succès. 3 moyens où on récupérera la mise plus 3, 4, 5%, mais bon, et puis le reste, ça sera de la casse, quoi. Enfin, en France, à l'horizon de 10 ans, 70% des entreprises qui ont été créées ont disparu. Donc, il faut quand même, et 30% au bout de 5 ans. Il faut quand même avoir ça en tête. Donc, on est dans un métier où il y a énormément, enfin, un segment du marché où il y a énormément de volatilité qui est structurelle. Parce qu'on est dans une approche où on ne sait pas du tout si l'entreprise qu'on a face à soi, même si l'entrepreneur est très très bon, c'est pas parce que l'entrepreneur est très très bon, si le marché est pourri, le fait qu'il soit très très bon, ça ne veut pas dire qu'il va s'en sortir. Il s'en sortira peut-être mieux qu'un autre, mais pas suffisamment pour avoir fait fortune à titre personnel ou avoir trouvé un taux de rentabilité correct pour ses investisseurs. Oui. Et du coup, quand vous rencontrez un entrepreneur, imaginons
c'est le coup de cœur mutuel. Il y a beaucoup de ça quand même. Hein. Vous avez envie d'investir. Mais c'est un acte de foi. Ouais. C'est un acte de foi. Mais il y a quand même un minimum de rationnel derrière, parce que mettons que c'est le coup de cœur pour l'équipe fondatrice, pour le produit, le marché, on y croit. Oui. Et au moment où vous vous apprêtez à faire l'investissement, l'entrepreneur qui, je prends un cas extrême, hein, il vient de créer sa société, il vous dit la valorisation que j'ai choisie, c'est 50 millions d'euros. Oui. Vous allez dire non, c'est pas raisonnable. Mais concrètement, comment est-ce que vous allez lui démontrer que ces 50 millions sont pas raisonnables? Qu'est-ce que vous allez... Oui, mais le problème, si vous voulez, c'est que votre risque principal quand vous investissez dans une start-up, c'est pas le risque de vous tromper sur la valorisation. C'est sûr que je préfère rentrer sur une base de 20 millions que de rentrer sur une base de 50 millions. Mon risque principal, c'est le risque de la faillite. Hein. C'est un 0 ou 1, oui. C'est voilà. Ça que vous êtes en train de dire. Voilà. Mon risque principal, c'est la faillite. Oui. Voilà. Donc, la valo, enfin vous savez, très souvent, la valo résulte en fait du montant qu'on cherche à lever, ce qui est absurde. Oui. Ce qui, dans un fauteuil au coin du feu comme nous en ce moment, ça paraît absurde. Oui. Parce que plus j'ai besoin de lever d'argent, plus je vaux cher. Oui. Ça paraît absurde, parce que ce qui devrait être la rationalité, c'est de dire, voilà, la valeur, ça va dépendre de ma capacité à dégager des résultats, une rentabilité plus élevée que le coût de l'argent. Bon. Mais on n'en est pas à ce stade-là, quoi. On n'en est pas à ce stade-là. Et dans une start-up, ce qui est très, très important, c'est que vous vous sentiez chez vous. Vous, en tant que manager, en tant que fondateur, parce que c'est vous qui allez gérer au quotidien. Donc, si je vous donne pas une valo élevée, vu les fonds que vous cherchez à trouver, vous allez vous retrouver avec 10% du capital. Oui. Et vous allez être totalement démotivé, quoi. Et vous allez vous comporter en étant peut-être un manager qui fait que 70 heures par semaine, ce qui est bien. Mais bon, les entrepreneurs, c'est plutôt 90 heures à 100 heures, voire plus par semaine, quoi. Donc j'ai aussi... Il n'y a pas que la finance dans la vie, hein. Donc il y a cette dimension psychologique qui est très importante qu'il ne faut pas ignorer. Oui. Donc je vais essayer de le convaincre effectivement que 50 il pousse un peu pépère, mais c'est pas le sujet principal. Oui, et puis après de toute façon, ce que j'ai vu moi aussi beaucoup, c'est que c'est de la négociation en fait. C'est à quel point il y a un rapport de force comme toute chose. Voilà. Et il y a des moments effectivement où l'offre de start-up qui propose du papier est très importante, et donc c'est favorable aux investisseurs, et ça se renverse. Enfin, on l'a bien vu, hein, vous l'évoquiez, post-Covid, il y avait des valorisations très très élevées qui se sont dégonflées en 2022-2023. Voilà. Bon. Donc, et c'est d'autant plus volatile que, comme on le voyait, on a des fondements économiques qui sont très instables, très aléatoires et donc très risqués. Oui. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure quand je disais en 2020, 2021, 2022, on a eu des années un peu folles en termes de financement, c'est-à-dire qu'il y avait une abondance de capitaux qui étaient disponibles pour financer les startups qui levaient à des valorisations parfois très élevées sur la base en général de taux de croissance passés ou surtout prévisionnels. On regardait surtout ça, les promesses de croissance. Aujourd'hui, j'ai l'impression que suite à entre autres la hausse des taux, mais vous avez peut-être complété, il y a peut-être d'autres facteurs selon vous qui expliquent ça. On est revenu sur des comportements beaucoup plus raisonnables de la part des investisseurs, un rapport de force qui s'est peut-être un peu inversé aussi, moins de capitaux et toujours autant de projets à financer. J'ai l'impression qu'on regarde un peu moins la croissance, un peu plus la profitabilité, la rentabilité, pas forcément présente, mais en tout cas la capacité à l'atteindre assez rapidement. Ma question, c'est est-ce que tout ça, c'est une bonne chose selon vous, ou est-ce qu'au contraire, on se tire une balle dans le pied en termes de compétitivité et notamment de capacité à innover en France? Je vais vous faire une réponse à deux niveaux. Premier niveau, c'est de dire qu'à un moment donné, on a beaucoup rêvé, donc on revient sur Terre. Donc le rappel vers la réalité est très désagréable pour ceux qui ont pu bénéficier de cette situation-là, de lever. Mais bon, il est inévitable. À un moment donné, il y a toujours un raccord.
Deuxièmement, si vous continuez de faire rêver, parce que vous êtes sur un marché où il y a des perspectives considérables, vous continuez d'avoir les phénomènes que vous aviez vus en 2021-2022. Hein. Mistral à 14 milliards d'euros, il y a une part de rêve derrière. Hein. Oui. L'intelligence artificielle, le pédigré des gars, on dit qu'il ferait 300 millions de chiffre d'affaires en rythme annuel. Vous voyez, 300 millions de chiffre d'affaires, une valorisation à 14 milliards, waouh! C'est un beau multiple, ouais. Voilà. Bon, donc, si vous avez la chance d'être positionné sur des secteurs à très fort potentiel et très forte croissance, même dans un contexte que vous décrivez, vous avez quand même des poches où vous avez encore le... Mais bon, c'est un métier cyclique, hein, donc il y a des hauts et il y a des bas. Ok, super. Et ça sera toujours comme ça. Ouais. Voilà. Ça sera toujours, il y aura toujours des hauts et des bas parce que on est derrière, à la fin, il y a des femmes et des hommes et chacun à titre personnel, on a des phases d'enthousiasme et des phases de déprime qui alternent. Qu'on maîtrise pas toujours très bien, sans qu'on sache vraiment pourquoi. Mais bon, la finance, derrière, c'est des hommes et des femmes. Hein, donc, il n'y a pas de miracle, hein, c'est pas des machines. Oui, tout à fait. Et pour rebondir sur ce que je disais, est-ce que la hausse des taux, alors sans rentrer dans des détails trop techniques, mais est-ce que la hausse des taux suffit à expliquer au niveau très macro ce changement de paradigme, ou est-ce qu'il y a d'autres facteurs qu'il faut prendre en compte pour expliquer pourquoi le vent a tourné ? La hausse des taux a été le facteur déclencheur. Ça a été le facteur déclencheur, mais vous auriez pu avoir un autre facteur déclencheur à un autre moment. Donc voilà, quand on est dans l'excès, c'est Galbraith qui a dit que c'est très difficile de dégonfler une baudruche avec une épingle, quoi. Donc à un moment donné, il va y avoir une correction qui peut être brutale. On le voyait déjà en 1637 avec la bulle sur les tulipes noires en Hollande, si vous voulez. Donc ça ne date pas d'hier. Oui, ok. Pour terminer sur ce tour d'horizon des grandes notions de finance d'entreprise, j'ai envie de parler de structure du capital. Concrètement, c'est un terme dont on n'entend pas parler tous les jours, en tout cas en matière de finance très opérationnelle sur des PME. C'est quoi la structure du capital d'une entreprise ? Le terme est ambigu, donc je ne suis pas sûr de ce que vous voulez précisément parler. Structure du capital, structure de financement. Oui, c'est ça. Bon, parce qu'on aurait pu le voir au sens structure de l'actionnariat, parce que le capital, c'est l'actionnariat. Donc, donc, ça aurait été un problème de répartition au sein des capitaux propres. Là, vous vous interrogez sur la répartition au sein du financement. Je dirais que c'est un problème qui va dépendre principalement de l'appétence au risque et à la dilution des actionnaires. Ça veut dire quoi concrètement ? Il y a des gens dans la vie qui n'aiment pas les épinards. C'est comme ça. Bon. On ne va pas les blâmer. Voilà. Bon. Il y a des gens dans la vie qui n'aiment pas le risque. Voilà, des actionnaires qui n'aiment pas le risque. Pensez par exemple à la famille fondatrice de L'Oréal. Ces gens-là ont échappé de peu à la faillite dans la crise de 29 parce qu'ils avaient de la dette. Ils n'ont jamais oublié ça. Ça fait 95 ans que c'est passé, ils n'ont toujours pas oublié. Alors, en plus, ceux qui sont là, qui contrôlent L'Oréal, c'est pas les mêmes que ceux qui ont vécu la crise de 29, par définition. Bon, mais grand-papa racontait... Voilà. Donc, chez L'Oréal, vous avez une société dans laquelle il y a très, 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 très peu de dettes. Pour une raison extrêmement simple. C'est que ces gens-là, cette famille-là, n'aiment pas le risque de la dette. Il y en a d'autres pour qui c'est pas un problème. Patrick Drahi, au contraire, il adore la dette. Bon. Mais je pense qu'en ce moment, il est en train de changer d'avis parce qu'il se rend compte quand même que c'est très bien d'avoir beaucoup... Enfin, il a pu avoir beaucoup de dettes au milieu des années 2010, mais à un moment donné, il faut rembourser. C'est là que les problèmes se posent. Et c'est là qu'il voit bien qu'il est obligé de vendre des actifs, pas toujours dans la meilleure position, il est obligé de vendre des actifs et qu'il espère qu'à la fin, l'actif net des dettes sera positif en ce qui le concerne. Donc, vous avez, de la même façon qu'il y a des gens qui n'aiment pas les épinards, vous avez dans la psychologie des gens, vous l'évoquiez d'ailleurs, des entrepreneurs qui ne voulaient pas s'endetter, quoi. Il y a des gens qui aiment le risque et des gens qui n'aiment pas le risque. Et je parle de risque financier.
Un entrepreneur, il aime le risque par définition, mais c'est un risque qu'il semble maîtriser, puisque, alors que le risque de structure financière, c'est pas totalement son truc, quoi. Enfin, sauf être entrepreneur en finance, ce qui existe aussi, mais c'est quand même pas la majorité. Donc, vous avez cet élément-là qui joue. Puis un deuxième élément qui joue, c'est l'appétence pour la dilution. C'est-à-dire que moi, je veux rester chez moi, je veux être tout seul chez moi, je veux pas d'associés, je veux pas d'actionnaires. C'est beaucoup plus simple quand je regarde dans une glace pour prendre une décision. Fine, mais à moins que vous ayez hérité d'une grosse fortune, ça limite potentiellement votre développement. Ouais. Et donc, faut le savoir, quoi. À côté de ça, vous avez en France 2 familles qui, sur le très long terme, d'un côté les Rares Dubreuil qui contrôlent Rémi Martin dans les cognacs, et puis vous aviez... Et là, on se reprojette au début des années 70, les Pernod Ricard qui venaient juste de fusionner. Bon. Et la famille Pernod Ricard, les familles Pernod Ricard sont mises d'accord sur c'est bien le pastis, on se concentre dans le pastis, mais voilà, l'alcool c'est pas que le pastis, et puis la France c'est pas que le monde, quoi. Et donc ils sont partis à la conquête du monde en se disant nous, ils avaient 45% du capital à l'époque, c'était coté en bourse. Si on est dilué, c'est pas grave, parce qu'on prend le pari, nous on pense qu'il faut qu'on devienne, dans le secteur va se développer, va se concentrer, il faut qu'on survive, et on peut pas survivre avec que du pastis, quoi, qui est vendu dans la moitié sud de la France, et puis c'est tout. Bon. Donc ils ont fait un tas d'acquisitions qui sont bien connues, Absolut Vodka par exemple, mais à chaque fois, la famille n'avait pas des moyens infinis, ils ont dû faire des augmentations de capital auprès des tiers, ce qui fait qu'aujourd'hui, ils ont 13 à 14% du capital de la société, quoi. Donc ils se sont mis en risque. Parce que si quelqu'un voulait faire une OPA sur Pernod Ricard, c'est techniquement possible, puisque la famille n'a fait que 13 à 14% du capital. Bon. De l'autre côté, vous avez les Rares Dubreuil qui contrôlaient et qui ont dit mais nous, non, nous on veut garder le contrôle, quoi. Voilà. Parce qu'on est à l'aise avec le contrôle et on n'est pas à l'aise. Donc, résultat des courses, aujourd'hui, ils ont 36 ou 37% du capital. Ils contrôlent de facto, avec ça suffit. Mais bon, Pernod Ricard, c'est devenu le numéro 2 mondial des spiritueux. Et Rémy Cointreau, c'est pas le numéro 2 mondial, quoi. Et en termes de... Voilà. Donc, et ça, vous changerez rien à ça, c'est dans la psychologie d'une famille ou d'un entrepreneur. Ouais. Il y en a qui sont prêts à avoir une part plus petite d'un gâteau plus grand, parce que ça va les amuser de construire un gâteau plus grand, qu'à la limite, ils aient à la fin 500 millions ou 1 milliard, c'est pas tellement le sujet, parce que c'est une espèce de jeu, quoi. Ils n'ont pas besoin de 500 millions ou d'1 milliard pour vivre, et puis de toute façon, ils n'ont pas le dépenser naturellement, parce que c'est leur patrimoine professionnel. Puis il y en a d'autres qui préféreront, moi je suis plus à l'aise si je suis tout seul chez moi, quoi. Je suis pas emmerdé par des minoritaires ou d'autres actionnaires ou la bourse, etc. Donc là, il n'y a pas de solution miracle. Il faut... je dis pas qu'il faut aller chez son psy pour se faire sa propre psychanalyse, mais il y a un petit peu de ça quand même. Il faut avoir bien compris ce à quoi on est à l'aise. Parce que les Pernod Ricard, ils sont pas à l'abri qu'un jour... il y a eu des phases où c'était compliqué pour eux. On leur dit, mais attendez, c'est pas parce que vous appelez Pernod Ricard que vous êtes appelé à succéder voilà, et poussez-vous de là parce que vous avez démontré votre incompétence. Enfin, le génie n'est pas héréditaire. Vous vous mettez en risque. Bon, et ça, voilà. Très clair. Pour moi, ça clôt un peu le tour d'horizon que je voulais faire avec vous. Merci beaucoup. Peut-être 2 dernières questions que je voulais vous poser. Très concrètement, comment est-ce qu'on peut, quelle clé, quelle méthode on peut donner aux DG ou même aux DAF de PME qui veulent continuer à s'instruire, à progresser sur les sujets de finance d'entreprise, tout simplement? Au-delà d'écouter cet épisode, évidemment. D'accord. Bon, écoutez, ça fait 1 heure qu'on parle, à peu près, grosso modo, là. À peu près, ouais. Il n'y a pas eu de page de pub qui a intérêt. Vous n'avez pas inséré de la pub dedans? Même pas. Bon, donc je vais faire la publicité pour un produit que j'ai lancé il y a 10 ans. Tout pédagogue rêve d'avoir un auditoire le plus vaste possible. Et quand la technologie l'a permis, c'est-à-dire à partir de 2013, je me suis lancé dans les MOOC. Les MOOC, qu'est-ce que c'est? C'est des cours enregistrés sous forme de vidéo avec un support par derrière, parce que je considérais qu'enseigner à HEC à 50 étudiants par an les bases de la finance d'entreprise, certes c'est très agréable, c'est très sympa, mais
j'ai que 50 étudiants, quoi. Et là, pour la première fois, j'ai lancé un produit qui s'appelle ICCF at HEC Paris, où en l'espace de 10 ans, j'ai formé 14 000 personnes, si vous voulez, en reprenant mes cours d'HEC, que je continue de donner, par ailleurs, toujours avec autant de plaisir. Mais on n'a pas besoin de venir sur le campus d'HEC, on n'a pas besoin de passer par un concours sélectif, on n'a pas besoin d'avoir moins de 27 ans. Et néanmoins, si on a envie de passer entre 4 et 8 heures de travail personnel par semaine pendant 5 mois, on peut acquérir le niveau de finance d'entreprise qu'on dispense aux étudiants d'HEC ou revisiter ce niveau-là. Voilà, quoi. Donc, et on fait un tabac, factuellement, je ne ferai pas de publicité pour un mauvais produit. Oui. Ça fait 10 ans que ça existe. J'en suis à la 21e promotion. On a des promotions tous les 6 mois de 700 personnes, dont effectivement bon nombre de DAF ou de dirigeants de start-up ou de PME qui, alors pour les patrons de PME, ils vont pas devenir directeurs financiers à l'issue de cette formation-là, mais quand ils discuteront avec leurs investisseurs, avec les banquiers ou avec leurs DAF, ils seront beaucoup mieux armés pour comprendre, réagir et puis être efficaces dans ce domaine. Donc la formation est disponible en ligne. Alors, on fait des promos tous les 6 mois. Vous tapez iccf@hec Paris. Vous trouverez sans aucune difficulté dans votre moteur de recherche favori. Voilà. Super. On mettra le lien en description de l'épisode. Dernière question, on en a beaucoup parlé, mais le monde évolue. On en a un peu moins parlé, mais les outils de gestion financière évoluent dans tous les types de structures, PME ou plus grandes structures. Concrètement, est-ce que le bon DAF en 2025, c'est le même profil, les mêmes qualités que le bon DAF il y a 10, 20 ou 30 ans ? 10 ans, je dirais que ça n'a pas changé tant que ça. 30 ans, certainement. 30 ans, on était quand même un DAF qui était très juridico-comptable, parce que l'environnement était comme ça, parce que c'était impossible pour une PME de faire un placement obligataire de quelques millions d'euros. De nos jours, là, ce matin, je voyais Hoffmann Ciment, une affaire de Vendée. Voilà, c'est une PME, c'est une start-up qui arrive au stade de la PME. Elle lève 6 millions auprès d'un investisseur, si vous voulez. C'est pas un DAF super comptable comme on en avait dans le temps jadis, qui est la femme ou l'homme idoine à ce moment-là, quoi. Il y a une dimension marché financier qui peut être un peu plus importante. Donc ça me paraît la grande révolution dans le milieu des dirigeants financiers d'entreprises sur les 30 dernières années. Pas sur les 10 dernières années, mais sur les 30 dernières années, clairement. Il y a beaucoup plus de possibilités de financement que ça n'existait il y a 30 ans. Par les fonds d'investissement, par la bourse, qui étaient de facto réservés aux grands groupes, qui se sont démocratisés considérablement. Et donc, ça demande une agilité autre, parce que je n'ai pas comme interlocuteur un seul banquier de base, mais je vais avoir... ce qui ouvre le champ des possibles, si vous voulez, pour me financer. D'accord. Pascal, un immense merci pour votre disponibilité, votre pédagogie. Je pense que nos auditeurs vont se régaler en écoutant tout ça. Donc, merci beaucoup. J'ai été très honoré de vous recevoir et de faire cet épisode ensemble. Bonne journée. À bientôt.